Donc, comme on le sait, la population mondiale ne fait que s'accroître. On passe et on s'attend à obtenir en 2050 près de 10 milliards d'êtres humains sur Terre. De plus, cette population s'urbanise. Ça veut dire qu'on obtiendrait en 2050 65% de la population dans les villes. Donc, de moins en moins de personnes dans les campagnes, dans le monde rural, pour cultiver la terre et pour produire des aliments pour tout le monde. De plus, on observe que les surfaces cultivables sont de moins en moins importantes. En 100 ans, on est passé de 0,5 à 0,2 hectares de terrain cultivables, ce qu'on appelle aussi les terres arables, par habitant. Donc, de moins en moins de surface disponible pour l'agriculture, et on le sait aussi parallèlement à cela, des surfaces qui sont de plus en plus vastes, et c'est-à-dire plutôt en fait des parcelles de plus en plus grandes, des exploitations de plus en plus grandes, avec une agriculture et un élevage qui sont de plus en plus intensifs. Le problème qui va se soulever et auquel on va essayer de répondre au travers de ce chapitre est de savoir donc comment l'agriculture de demain pourra-t-elle répondre à la demande grandissante de nourriture tout en considérant les enjeux environnementaux à l'échelle mondiale, ou si on veut le dire autrement, comment produire plus sans nuire davantage à la planète. Donc dans ce premier chapitre, on va essayer de voir comment on va pouvoir nourrir les hommes dans le respect de l'environnement, c'est-à-dire comment se diriger vers une agriculture durable. La première chose à laquelle on va s'intéresser, il s'agit de comparer et de définir finalement l'écosystème et l'agrosystème. Donc tout d'abord avec ces exemples, l'écosystème qu'on retrouve ici est un écosystème, ou un milieu peuplé d'espèces, bien évidemment, qui est peu impacté par l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune action de l'homme sur ce milieu et sur les espèces qu'il occupe. En revanche, un agrosystème est finalement un écosystème lui aussi, mais très modifié par l'homme et exploité par l'homme. Un écosystème, ça comprend donc une biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants qui occupent un milieu qu'on appelle biotope, qui lui est caractérisé par les caractéristiques physico-chimiques qui lui sont propres, quel type de sol, quel climat, etc. Et bien évidemment, toutes les interactions qui sont mises en place à l'intérieur de la biocénose, entre la biocénose et le biotope, et donc c'est tout ça l'écosystème. Si on prend l'exemple de la forêt landaise, un écosystème qui est quand même un peu impacté par l'homme, on va avoir donc le biotope défini à différents niveaux, la localisation géographique, le type de climat, le type de sol. Au niveau de la biocénose, les différentes espèces qu'on trouve à différents niveaux. L'idée dans ce chapitre sera vraiment de définir et de comprendre un certain nombre de définitions. Elles vont être abordées au fur et à mesure du thème et du chapitre, mais je les ai listées ici pour que vous ayez connaissance au départ des choses importantes à connaître. Donc un agrosystème, finalement, c'est bien un écosystème, mais déséquilibré par l'homme. Donc la notion d'équilibre et en particulier de déséquilibre est importante. Dans un écosystème, il y a justement équilibre. La matière minérale qui est utilisée pour produire la biomasse via l'énergie solaire par les premiers producteurs de matière qui sont les végétaux chlorophylliens, même si elle est recyclée, même si elle est utilisée par d'autres êtres vivants, comme l'exportation est faible de cette biomasse, c'est-à-dire que peu de la biomasse quitte le milieu,
eh bien, il y a une décomposition qui va pouvoir être faite de la quasi-totalité de la production. Donc les deux flèches ici, production et décomposition, sont à peu près égales. On a donc un système qui est à l'équilibre. Les flux de matière et d'énergie sont équilibrés. En revanche, dans un agrosystème, on retrouve le même principe, c'est-à-dire qu'on a de la matière minérale au départ qui va servir à produire de la biomasse de différentes matières, de différents niveaux. Mais cette biomasse, pour qu'elle soit produite correctement, avec le bon rendement, avec la bonne productivité, etc., l'homme agit au niveau du système par des apports qu'on appelle donc les intrants, à la fois de pesticides, de matières minérales, c'est-à-dire d'engrais, etc. En plus de l'énergie solaire, il y a donc une importation d'énergie qui est non négligeable. Comme il y a cette fois-ci exportation de la biomasse, concrètement donc récolte de la biomasse, eh bien la décomposition va être bien moins grande, c'est-à-dire que peu de la matière vivante qui a été produite sur le milieu, en exploitant la matière minérale de départ, va pouvoir être recyclée. Il y a trop d'exportation et la décomposition n'a quasiment pas lieu. Au final, on appauvrit le sol et on appauvrit le milieu en matière minérale. C'est pour ça que pour compenser ce déséquilibre qui est vraiment créé par l'exportation et par l'homme dans l'agrosystème, il va falloir compenser par des engrais par exemple. On ajoute à ça l'idée que lorsqu'il y a fabrication de matière par un être vivant, donc on va imaginer là un consommateur de premier ordre type herbivore, la matière organique qu'il ingère, donc ici représentée en rouge, donc la matière organique représentée en rouge, il y a une partie qui est non assimilée, ça sera concrètement très simplement les excréments, mais la partie de la matière organique qui est assimilée sert effectivement à produire de la nouvelle matière organique. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une vache qui mange de l'herbe, l'herbe qu'elle mange et la matière organique qui lui est apportée de cette manière, seulement une toute petite partie représentée ici par la flèche rose va lui servir à fabriquer sa propre matière à elle ou son énergie qui va lui permettre de vivre et de grandir et de produire du lait, de la viande, etc. Une grande partie est perdue par la respiration, c'est la flèche bleue qu'on observe sur le document. Et on a finalement un rendement qui est assez faible. En moyenne, on va avoir des rendements qui tournent autour de 10%. C'est-à-dire que seulement 10% de la matière organique ingérée va permettre de produire de la matière organique nouvelle par le nouveau producteur, c'est-à-dire le consommateur ici, qui est par exemple l'herbivore. La productivité, donc comme vous avez pu l'étudier en sciences économiques et sociales, correspond à cette production de biomasse, mais ramenée cette fois-ci à l'unité de surface et à l'unité de temps. On peut du coup construire ce qu'on appelle une pyramide des biomasses. Donc c'est quelque chose qui est important à comprendre et à savoir refaire. Cette pyramide, donc vous voyez, on va superposer en représentant par des rectangles plus ou moins importants les différents niveaux d'une chaîne alimentaire dans un milieu. Donc ici, on retrouve les producteurs primaires à la base, les végétaux chlorophylliens, les seuls à pouvoir faire la photosynthèse, puis les consommateurs de premier ordre, c'est-à-dire les herbivores, et enfin les consommateurs de deuxième, troisième ordre, etc., les carnivores. On a imaginé ici une pyramide des biomasses dans ce qu'on appelle l'écosystème, par exemple, forêt de feuillus. Et donc, on a fait la somme de tous les végétaux chlorophylliens. On a 280 000 kg par hectare. Ces 280 000 kg par hectare permettent de nourrir 500 kg par hectare, toujours d'herbivores. Donc, ça représente finalement un nombre assez restreint de ces herbivores. Si on s'intéresse cette fois-ci à la part des carnivores, eh bien, on a seulement 10 kg par hectare qui sont présents.
On a donc bien une forme de pyramide, c'est-à-dire que du fait du faible rendement et du fait de la perte d'énergie par respiration et la perte de matière, par exemple aussi on a vu tout à l'heure, qui n'est pas assimilée, eh bien on ne peut pas permettre de nourrir une quantité importante de carnivores sur une surface limitée de végétaux chlorophylliens. Donc ici, on retrouve le document sur lequel vous avez travaillé et je reviens sur cette idée qui revient ici, qui est illustrée différemment. On a comparé combien on allait pouvoir produire ou faire permettre à des adolescents de grandir avec leur nourriture et avec l'énergie qu'ils vont donc ingérer, si on prenait comme point de départ une quantité fixe d'énergie solaire. Donc 152 000 gigajoules d'énergie solaire peuvent permettre de produire 30 tonnes de blé ou 40 tonnes de luzerne. Avec les 30 tonnes de blé, donc avec le pain, les pâtes et tout ce qu'on pourrait produire à partir de cela, on peut nourrir 85 adolescents qui gagneront chacun 5 kilos. Donc on va dire en gros sur une année. Et puis, en revanche, si on voulait faire la même chose avec les 40 tonnes de luzerne mangées au préalable par des bovins, par exemple ici, qui se nourrissent de cette luzerne, puis des adolescents qui se nourriraient de la viande produite, eh bien, on ne pourra permettre à un seul adolescent, cette fois-ci, de gagner 5 kilos en un an en se nourrissant exclusivement de carnivores, au final, ici. Donc, on le voit, il y a un choix à faire dans l'alimentation, un équilibre à mettre en place et bien réfléchir à la manière dont on va s'alimenter. Privilégier les productions végétales, c'est aussi privilégier la quantité de sol utilisée, puisqu'on l'a vu, il faut forcément une certaine surface de sol, donc en hectares, en surface cultivable, dite aussi arable, on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir nourrir plus ou moins les êtres vivants qui sont sur Terre. Et cette population grandissante va forcément nécessiter des aménagements, etc. Donc pour qu'un agrosystème fonctionne, on va s'intéresser un petit peu plus au fonctionnement de l'agrosystème avant de voir quels sont tous les types d'aménagements qu'on pourra mettre en œuvre pour mieux se nourrir, pour ne pas détruire la planète, etc. Un des axes sur lesquels on travaille au niveau d'un agrosystème, c'est l'apport des engrais. On l'a vu, les engrais, on a besoin d'en apporter puisqu'il y a exportation de biomasse, donc des sorties importantes. Il n'y a pas de retour à la terre, donc pas de recyclage de la matière organique. Et on va être obligé d'apporter des minéraux pour redonner de la substance au sol qui sinon serait appauvrie et ne permettrait pas de faire chaque année de nouvelles cultures. On a ici l'exemple d'une céréale et on a étudié le rendement de cette céréale en fonction de la dose d'engrais qui est appliquée en kilos par hectare. On peut bien lire sur ce graphique que de 50 à 150 kilos par hectare d'engrais, on a une augmentation du rendement. Ce rendement passe de 6 à 10 quintaux par hectare. Mais lorsqu'on augmente encore la dose, on n'a plus de gain de productivité, on n'a plus de gain au niveau du rendement, puisqu'on observe qu'il y a un infléchissement de la courbe, c'est-à-dire que le rendement de la céréale va diminuer lorsqu'on va continuer à augmenter la dose d'engrais. Il y a donc besoin de réfléchir à la dose optimale par céréale, par culture, par
type aussi d'exploitation. Et donc, l'épandage des engrais doit se faire de manière, je dirais, intelligente pour ne pas avoir un effet inverse à ce qu'on recherche, c'est-à-dire finir par diminuer le rendement alors qu'on pourrait rester à une dose optimale, ici entre 150 et 180 à peu près kilos par hectare d'engrais. Au-delà, l'agriculteur perd sur plusieurs plans. Il perd déjà par la perte du rendement. Il perd parce qu'il doit répandre davantage de substances qu'il devra payer. Et ces substances, s'il les répand alors qu'elles ne sont pas efficaces, et qu'en plus ça lui coûte de l'argent pour et les payer et les répandre et du temps, eh bien c'est à différents niveaux vraiment une perte d'efficacité dans son temps, sa culture, etc. Il est à noter aussi que, donc là on s'intéressait à une céréale, mais selon le type de culture, les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc, toute l'agronomie a servi ces dernières années, entre autres, par exemple, en fonction du sol, en fonction de la culture qu'on envisage, eh bien de savoir quel engrais utiliser, à quelle dose, en fonction du sol, en fonction de la céréales ou autres, etc. Donc, l'apport nutritif des engrais est important si on veut augmenter la production et donc le rendement d'une culture, mais on le verra aussi un petit peu plus tard, ce n'est pas sans conséquence. Deuxième axe sur lequel un agriculteur peut travailler, c'est la lutte contre les ennemis des cultures. C'est-à-dire que si on veut augmenter le rendement, mais qu'une partie de cette production sert à produire des ennemis de culture, etc., ça serait quand même dommageable. Donc, différents ennemis des cultures sont envisagés. Les ravageurs, beaucoup d'insectes nuisibles qui peuvent se nourrir des cultures. Les champignons, on voit qu'ils peuvent se développer sur les feuilles. Ces champignons, en modifiant l'aspect de la feuille, vont empêcher la feuille de capter l'énergie solaire et donc on va avoir une production bien moins importante par la plante. Deuxième chose, les plantes adventices, donc ce qu'on appelle plus communément les mauvaises herbes, qui peuvent être mis en concurrence avec, par exemple ici, un plant de maïs, pour l'accès aux sels minéraux et à l'eau. Et donc, l'agriculteur aussi, on va dire, n'a pas envie d'arroser son champ et de savoir qu'une partie de cette eau qu'il aura pris soin de répandre, etc., sera utilisée non pas par le maïs qu'il veut récolter, mais par toutes les plantes adventices qu'il y aurait à proximité. Donc il y a différentes sortes de traitements. De manière générale, on parle de produits phytosanitaires. Donc c'est-à-dire toute substance est mise dans une culture pour lutter contre des organismes nuisibles. Par exemple, donc si on veut lutter contre les insectes, on aura des insecticides, des fongicides contre les champignons, des herbicides contre les plantes adventices et des parasiticides pour des virus, par exemple, etc. Donc, on va regrouper tout ça sous le terme de pesticides qui correspondraient donc à ces substances chimiques fabriquées, exploitées, utilisées pour lutter contre les nuisibles, quels qu'ils soient. Donc ce sont tout ça des intrants, que ce soit les engrais ou les pesticides, et ils ont pour objectif d'augmenter le rendement des cultures. On peut aussi améliorer ce qu'on appelle la production secondaire, c'est-à-dire ce qui est produit non pas par les végétaux, mais par les consommateurs de premier ordre, qui sont eux des producteurs secondaires dans une chaîne alimentaire. Et il y a différentes façons de faire. Donc on a ici un exemple de la fabrication de lait par une vache, la production de lait par une vache. On s'est aperçu que selon le type d'alimentation, donc si on a seulement du fourrage vert
ici, par exemple, la même vache va produire 10 litres de lait, alors que si on lui propose du fourrage plus du maïs ensilé, elle produira jusqu'à 25 litres. Et si on apporte en plus encore ce qui est appelé ici du Dynamaïs, donc un maïs broyé avec un mélange de colza, mélasse, de canne à sucre, etc., eh bien on voit que la production de lait passe à 30 litres par jour. Donc on est bien d'accord, on ne parle pas là du tout de qualité, mais bien exclusivement de quantité. Donc on pourra aussi discuter de cela plus loin. On a ici un autre exemple, l'élevage des poules pondeuses. Donc on a ici un élevage en batterie. Et si on ne s'intéresse qu'au rendement, puisqu'on est d'accord, on va pouvoir aussi discuter de la condition d'élevage de ces êtres vivants. Ces poules pondeuses, selon qu'elles soient, mise avec un éclairement, donc de la lumière 14 heures par jour, ou bien 3 heures de lumière plus 3 heures d'obscurité 4 fois par jour, eh bien, on voit qu'avec un petit peu moins d'aliments, elles vont fabriquer quasiment autant d'œufs, des œufs à peine plus gros, donc ça peut être intéressant, et avec un plus faible pourcentage d'œufs cassés, donc des pertes moins importantes. Donc toutes ces études qui ont pu être faites ont pour but, quoi qu'il en soit, d'améliorer la production, d'augmenter le rendement. Il y a une autre façon de faire, c'est aussi éviter les pertes, c'est-à-dire que lorsqu'on veut augmenter le rendement d'une culture ou d'un élevage, on va essayer de produire plus, mais il faut aussi essayer de perdre le moins possible. Donc ici, dans l'alimentation des porcs, ce dont on nous parle dans ce document, c'est l'idée que si on empêche les porcs ici d'élevage d'être malades, eh bien on va faire en sorte d'avoir des pertes moindres. Donc par exemple ici, on leur apporte des probiotiques dans leur alimentation et c'est censé aussi réduire la mortalité, réduire l'utilisation des médicaments, donc c'est moins coûteux aussi pour l'éleveur. Et on observe qu'il y a une prise de poids meilleure, favorisée par l'utilisation de ces probiotiques. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que si on veut nourrir l'humanité et nourrir de plus en plus d'hommes présents sur Terre, il va falloir augmenter les rendements. Il y a 2 façons d'augmenter les rendements. Finalement, ça va être produire plus ou bien perdre moins. Donc ça nécessite des intrants, ça nécessite des pratiques agricoles qui ne sont pas toutes non néfastes. Elles ont des conséquences sur la production certes, mais aussi sur l'environnement, peut-être sur le consommateur, on le verra plus loin. Mais en tout cas, voilà, donc on a pour l'instant vu la première partie de ce chapitre.